Le 80e anniversaire du débarquement allié et de la bataille de Normandie est l'occasion de se remémorer les événements tragiques de l'année 1944. Le conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire a laissé une trace indélébile en Normandie. Cette animation propose de revenir sur une partie de cette histoire. La Pontrie, située à la jonction du Cotentin et du Bessin, a vécu l'occupation allemande et les batailles faisant suite au débarquement allié. Réalisé sur la base de témoignages et d'archives officielles, ce document tente de décrire au mieux le quotidien d'une ferme sur la route des GI. En 1939, Eugène et Louise Morel sont cultivateurs à la Pontrie, alors propriété de la famille Chardon. C'est à travers leur histoire que ce document retrace celle de la Pontrie. Première partie. L'avant-guerre et l'occupation. Le 1er septembre 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie envahit la Pologne. Sous la pression ennemie, des milliers de Polonais fuient leur pays. L'une d'entre eux s'appelle Brunia. Sentant le danger venir, elle a choisi la France pour se réfugier. Elle arrive à la Pontrie le 29 septembre 1939. Les premières nuits, elle est logée, puis finalement, elle participe à la vie de la ferme. Elle traite les vaches, sème des légumes, prépare la soupe, et veille même en novembre 1939 au chevet d'Euphrasie Le Blondel, grand-mère d'Eugène, qui est mourante. Au même moment, le 3 septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Eugène Morel n'a d'autre choix que de prendre part à ce nouveau conflit mondial. Il est mobilisé dès les premiers instants. Au mois de septembre, il se trouve à la frontière allemande au sein d'un groupe de transport destiné aux interventions rapides. À la fin de l'année 1939, Eugène se trouve à Château-Thierry, dans l'Aisne. Puis il rejoint Landerneau au début de l'année 1940. Là-bas, il transporte des troupes de la Légion étrangère qu'il récupère dans les environs de Landerneau, puis qu'il achemine jusqu'au port de Brest. Ces soldats partent pour Larvik, en Norvège. Alors on était dans la région de Landerneau et on faisait des embarquements sur Brest, la nuit, toujours la nuit. On prenait des trucs, j'arrivais par train, comme ça dans les environs auparavant, et puis on chargeait tout ça, avec faisant grève. Finalement, la France est en déroute. Les Allemands gagnent Sedan en perçant les Ardennes du 10 au 13 mai 1940. L'armistice est signé le 22 juin par le maréchal Pétain. À partir de ce moment, l'occupation débute. La vie doit s'organiser avec de nouveaux occupants. Désormais, un permis de circuler est nécessaire pour pouvoir se déplacer librement. Eugène Morel s'en procure un exemplaire le 1er juillet 1940. Du 28 juillet au 17 septembre 1940, la ferme doit nourrir 25 chevaux allemands et loger 20 soldats dans les chambres et dans la salle à manger. Peu à peu, les soldats allemands prennent une place de plus en plus importante à la ferme. Ils achètent les produits de la ferme, Eugène vend des canards et d'autres denrées,
Mais peu à peu, ces denrées s'appauvrissent. Il vient à manquer d'essence à la ponterie. Du 25 décembre 1941 au 2 janvier 1942, 104 soldats sont à la ferme. Il y a aussi des chevaux et des voitures. En quittant la ferme, les soldats emportent une scie, 4 quintaux d'avoine, avec leur sac en toile de jute, 2 fourches et une lanterne à pétrole. Le 20 novembre 1942, Eugène est sollicité par les Allemands pour aller chercher du matériel durant la nuit à Lison. Différentes anecdotes qui ont traversé les époques restent encore. Pendant cette période d'occupation, les Allemands tuent une vache pour se nourrir. Une autre anecdote, Louise Morel refuse de donner du beurre à un soldat allemand. Elle s'enferme dans la cage d'escalier, l'Allemand donne quelques coups dans la porte, puis n'insiste pas et se retire. René Poignant, qui se trouve à l'extérieur, prend des nouvelles de Louise. Elle s'approche de la fenêtre pour lui répondre. Le soldat allemand, de loin, l'aperçoit, il se retourne et tire en direction de la fenêtre. Louise n'est pas touchée. Ces deux anecdotes ne reflètent pas le quotidien à la ferme. Elles témoignent plutôt de l'absence de denrées allemandes et d'une forme de misère qui s'installe. Les bons de réquisition adressés à Eugène Morel par la commune de Villiers-Fossard le démontrent. Deuxième partie. Le débarquement allié. Comme les années précédentes, l'année 1944 débute sous l'occupation. Comme très souvent durant cette période, il y a des Allemands à la ponterie. Le 6e jour du mois de juin marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est le débarquement allié sur les plages de la Manche et du Calvados. Dans la nuit du 5 au 6, de nombreux avions sont aperçus et bombardent les nœuds stratégiques. Les navires alliés s'étendent le long de 5 points désignés. Utah sur la façade est du Cotentin, Omaha pour le Bessin, Sword, Gold et Juno pour le reste du Calvados. Omaha, plage la plus proche de la ponterie, est le théâtre de terribles affrontements. C'est sur cette plage, attribuée au débarquement américain, que les pertes sont les plus élevées. Cette plage prendra le surnom d'Omaha la sanglante. La nuit du 5 au 6 juin marque le début d'une période de guerre, la bataille de Normandie. Les nuits suivant le débarquement sont particulièrement angoissantes. L'agenda d'Eugène témoigne de ces événements. La nuit du 6 au 7 juin et du 7 au 8 juin sont particulièrement mouvementées. Les avions alliés survolent la ponterie et partent en direction de Saint-Lô qu'ils bombardent intensément. La ponterie n'est pas épargnée. Une bombe tombe à proximité des étables, une autre sur la route, les autres dans les champs. Jocelyne, la fille d'Eugène et Louise Morel, se souvient de ces nuits angoissantes où la famille et les ouvriers se sont réfugiés dans le creux d'une haie. Avec eux, il y a Jacques et Paul, 2 réfugiés d'Équerdreville, âgés d'une dizaine d'années. Et nous, on s'assoyait dans le four. Alors, il y avait papa, maman, moi j'étais auprès, Guy. Là, c'était Guy d'abord. Guy, moi, et puis Paul et Jacques. Paul, il disait, Monsieur Morel, j'ai peur. Il dit, moi aussi, Paul. Tous passeront la nuit dans le creux de cette haie, sans aucun confort. Les Allemands, qui étaient encore présents à la ponterie, imitent la famille Morel. Ils sortent de la maison et se mettent dehors, à l'abri. Cette animation représente les zones concernées par l'explosion des bombes larguées dans la nuit du 7 au 8 juin. Elle représente également l'emplacement du trou où se sont réfugiés la famille Morel et les 2 petits Cherbourgeois. Le 8 juin, les bombardements ne faiblissent pas. Eugène écrit « Bombardement à bloc ».
les occupants de la ferme réalisent 2 trous pour se mettre à l'abri avec un peu plus de confort. Ils choisissent le creux d'une haie dans la pièce de M. Rollin. Pendant la nuit du 8, c'est Couvin qui est réduit en ruine, notamment la Giffardière. Les jours suivants, Eugène construit un nouvel abri, plus résistant et plus confortable, dans la vieille rue de Launay. Il creuse un grand trou, il utilise des renforts en bois et recouvre de fagots et de terre. Cet abri est capable de protéger d'éclats d'obus, selon Eugène. Les jours suivants, les bombardements continuent. Des chars américains postés dans les environs de Saint-Jean-de-Savigny visent la Ponterie. Une vingtaine d'obus tombent dans le Fouesnay. La plupart n'explosent pas. Toutefois, le pied du portail et une étable sont touchés, au niveau d'une échauguette. Des veaux sont tués, le taureau et des cochons aussi. Le 10 juin 1944, c'est au tour du bourg de Villiers-Fossard d'être dévasté. Sentant le vent tourner, les Allemands encore présents à la Ponterie sont en proie à la panique. Ils s'organisent pour renforcer Sequeville. Le 14 juin, les Allemands emportent 14 poules et 2 oies, ainsi que de la crème, et 4 pots, représentant environ 35 kg de beurre. Le 15 juin, les Allemands prennent 20 kg de beurre, avec le papier, un jambon fumé de 6 kg et 12 livres de pain. Le 16 juin est le dernier jour de présence allemande dans la maison. Ce jour-là, ils partent avec une brouette, 4 couvertures en laine, des thés d'oreiller, 40 sacs de grains vides, des draps et des traversins. Les Allemands quittent tous la maison et s'installent sur la hauteur de Sequeville et dans les champs du sud de la Ponterie. Ce vendredi 16 juin 1944, Eugène Morel profite du départ complet des troupes allemandes pour partir en reconnaissance. Il arbore une chemise blanche et s'aventure à travers les haies. Il passe le champ de la famille Motin, puis il aperçoit à travers la haie une rangée de soldats américains dans le champ de M. Barnabé. Si parti par là, et je m'étais dit, le mois de juin, j'avais tiré ma mèche, j'étais en chemise blanche pour faire veille quand même que j'étais pas un soldat. Je me dis, je vais tenter, je m'en vais là par chez Motin, je pose au routier d'abord, puis je continue dans son prêt. Et je pose dans la pièce à Bernabé, là, tu sais, oh, que les Américains, il y en a toujours du gros zéro. Alors, forcément, quand ils m'ont vu là, ils m'ont attrapé. Et puis j'ai entendu qu'il y en a un qui pose français. Alors j'ai dit que j'habitais là, parce qu'on a ferme de là, et puis qu'il y avait pas d'allemand, il pouvait venir. Il m'a pas cru, puis j'ai dit, de toute façon, bon, c'était pour lui qu'il donnait des ordres. Alors ils m'ont dit peut-être, mais il s'est renseigné. Il m'a demandé s'il y avait longtemps que j'habitais la ferme et tout ça. Et oui, bien sûr. Ah oui, oui. Alors je lui avais dit que j'étais honnête, c'était pas vrai. Alors bon, bah, il m'a laissé repartir. Je m'en suis pas laissé. Il m'a donné des cigarettes, et puis, plus vite, 5 francs. Les Américains, eux, choisissent de traverser la route et de poursuivre vers Couvin. Installés au sud de la Ponterie, à Sequeville, au hêtre de la Ponterie, dans la grande herbage, et au niveau de la maison de Madame Colette, les Allemands minent la rue des Pierrots. Ils postent des mitrailleuses au niveau des hêtres. Ils se préparent à l'arrivée imminente des troupes américaines. Troisième partie. L'arrivée des troupes américaines. Le dimanche 18 juin 1944, à 20h, les soldats américains arrivent à la Ponterie. Ils arrivent du nord de la ferme et en provenance du hameau Launay. Ils avancent en file indienne le long de la grange et aussi devant la maison. Il y a environ 200 hommes. Ce sont ceux du 3e bataillon, Major Charles A. Custer, du 115e régiment d'infanterie, colonel Godwin Ordway, de la 29e division d'infanterie,
du général Gerhardt. Le 3e bataillon, dirigé par le major Charles A. Custer, est composé de 4 compagnies. La compagnie I, capitaine William L. Spry, la compagnie K, capitaine Louis I. Hile, mort le 12 juin à Saint-Jean-de-Savigny, la compagnie L, capitaine Arthur D. Lawson, la compagnie M, capitaine George B. Fowler, gravement blessé le 17 juin. Ces soldats se dirigent vers le hameau Sackville. Ils passent la haie du pré, et dès lors, les Allemands tirent. Eugène se souvient avoir vu 4 Allemands dans le petit bois les jours précédant l'arrivée des Américains. Au niveau de l'étang de la Ponterie, les soldats américains sont repoussés. Ils ne peuvent pas avancer. Ils échangent quelques balles avec l'ennemi. Il est tard. Les soldats décident de ne pas poursuivre. Ils creusent des trous individuels le long de la haie du pré, montant jusqu'à la route. Dès lors, les troupes allemandes savent que l'ennemi est proche, à environ 700 mètres des hêtres et de Sackville. Eugène se souvient. Les soldats américains étaient au bord de l'épuisement. Ils étaient fatigués et se plaignaient de ne toujours pas avoir été relevés. Et ils attendaient les renforts. Si ces soldats sont épuisés, c'est qu'ils sont engagés depuis le 6 juin. Ce sont eux qui ont effectué le débarquement à Omaha, sur le secteur de Fox Green, le 6 juin à 10h25. Sur cette plage de Colville-sur-Mer, le 3e bataillon du 115e a subi d'importantes pertes. Durant la nuit du 6 au 7 juin, ces soldats participent à la libération de Saint-Laurent-sur-Mer, puis ils poussent vers Louvière. La journée suivante, ils regagnent Longueville, puis l'ouest de Fort-Mini. Dans la nuit du 8 au 9 juin, les soldats rejoignent Canchy, puis Colombières. Du 9 au 10, ils gagnent Bernesque et Saint-Marcouf-du-Rochy. Leur avancée se poursuit vers le secteur de la Folie, sans rencontrer de forte opposition, à l'exception de quelques snipers qui infligent quelques pertes. En arrivant sur les rives de l'Aile le 12 juin aux alentours de Saint-Jean-de-Savigny, le 3e bataillon fait face à une opposition beaucoup plus forte. Le 3e bataillon est pilonné. Le capitaine de la compagnie K, Louis I. Hile, est tué. Son second, le lieutenant Robert S. Mugavin, est blessé. Les compagnies I et L réussissent une percée, mais le risque d'encerclement est trop fort, elles doivent se retirer. Elles battent en retraite en désordre, et le capitaine John Whitehead est tué. Le 3e bataillon revient à sa position initiale avec 130 pertes. Finalement, sur ordre du général Gerhardt, les troupes percent. Le 13 juin, le 3e bataillon rejoint le 116e, au nord-ouest de Couvin. Les combats sont rudes dans les environs des Foulons, et durent jusqu'au 17. En arrivant à la Ponterie le 18 juin, le 3e bataillon se trouve face à un saillant allemand. Au même moment, des troupes américaines se trouvent au Suppé et au niveau du bois de Bretelles et de la Fossardière de l'autre côté de la route. À la Ponterie, les Allemands sont en hauteur et sont équipés pour le combat. Les Allemands, dont les positions ne sont que peu connues, ont renforcé le hameau Sackville. Malgré le peu d'informations, la décision est prise de tenter une attaque le lundi 19 juin. Le lundi 19 juin, vers 6 heures du matin, 4 chars américains font irruption à la Ponterie. Ils arrivent du nord, depuis le hameau Launay, et se dirigent vers Sackville. Ils empruntent l'avenue de Hêtres, appelée Lacache, qui se prolonge sur la rue des Pierrots. Eugène Morel se souvient qu'aucun de ces 4 chars n'est revenu. Ils sont restés dans les champs. Les archives américaines et les rapports d'après-action du 747e bataillon blindé rappellent que la compagnie B
avait rejoint le 115e régiment d'infanterie au Douai-Tille le 18 juin dans le but de préparer l'attaque du 19. Ces archives évoquent les difficultés rencontrées par ces chars. La première est la météo. La pluie amollit le terrain et entrave la circulation des blindés. La seconde, ce sont les frappes allemandes qui visent les chars américains, et particulièrement les bazookas. Les Panzerfaust et Panzerschreck allemands font feu sur les chars. Ceux-ci ne résistent pas. 2 chars sont touchés. Dans l'un d'eux, 5 soldats ingénieurs sont blessés. L'autre char reste bloqué. Au total, 8 hommes sont mis hors de service au cours de l'opération. Cette attaque est un échec. Après 700 mètres parcourus, 4 chars et 8 hommes sont perdus. Les armes allemandes utilisées contre les chars américains. Le Panzerschreck, accompagné d'un bouclier de protection, et le Panzerfaust, utilisable uniquement pour un tir. Certaines archives américaines évoquent une seconde attaque le mercredi 21 juin pour tenter de réduire le saillant de Villiers-Fossard. Toutefois, de nombreuses similitudes apparaissent entre l'attaque du 21 juin et celle du 19. Il paraît plus probable qu'il y ait une confusion sur la date de l'attaque, entre le 19 et le 21. Les archives mentionnant l'attaque du 21 juin évoquent: le 3e bataillon attaque le mercredi 21 juin à 5 heures du matin sous une pluie refroidissante, qui a pour conséquence d'entraver la circulation des 7 chars. Les compagnies K et L sont en avant, et la I en réserve. 2 chars sont touchés par les bazookas allemands et les canons de 88 mm. Ces tirs empêchent le mouvement de se développer. Les troupes à pied reçoivent des tirs de mitrailleuses postés au hameau Sequeville. Les mortiers allemands tirent sur les assaillants. L'ordre est donné de se retirer sur les positions initiales. Outre le nombre de chars qui diffèrent, toutes ces informations sont similaires à l'attaque du 19. D'autres archives évoquent: voyant l'inefficacité de leurs actions, les troupes américaines décident d'attendre l'artillerie et les renforts tant espérés. Après un mouvement de repli le 19 juin 1944, du 20 au 29, le 115e régiment d'infanterie reste en défense active au nord de Saint-Lô. Il paraît donc plus probable que le 19 soit la date réelle de l'attaque. À la suite de cette attaque, des patrouilles s'activent durant la nuit et rapportent de précieuses informations sur les positions et forces allemandes. Eugène Morel se souvient de cette période. Les soldats américains effectuaient des patrouilles sur la ligne de front, dans les champs de la Ponterie et de Launay. Durant ces patrouilles, certains soldats étaient la cible des feux ennemis. Les Américains récupéraient les corps des défunts par des patrouilles. Ils faisaient des patrouilles quand même pour savoir où étaient les Allemands, et ils faisaient des patrouilles pour leur enlever les corps qui se faisaient épingler quand même. Ah oui. Oui, parce que je me souviens, un coup, il y avait 2 à Souvillon, oui, c'était 2 morts. Ah, c'était des Allemands. Ah, c'était des Américains, ah oui. Il a ramené sur une Jeep, là. Là, il y avait un bilan dans le coin, et il y avait une Jeep. Oui. Il a ramené sur une Jeep. Les mettaient dans la Jeep, ils les ramenaient. Il y avait des remorques, il y avait des coups de remorque. Des coups, il y avait des remorques derrière, oui. Le 21 juin, le second lieutenant Pollarine s'attache à une patrouille du 115e, qui se rend sur la ligne de front pour obtenir des informations de tir. Il n'a pas l'ordre d'y aller, mais il veut obtenir ces informations. La patrouille avance, et le second lieutenant obtient des informations pour l'artillerie. Puis,
Le second lieutenant Polarine se détache de la patrouille et continue seul. Il est accroupi lorsqu'il traverse les haies ennemies. À une centaine de mètres de la position qu'il cherche à détruire, il avance. Il n'a pas le temps de donner les instructions de tir. Un Allemand le voit et le tue avec son arme automatique. Une patrouille s'organise pour récupérer son corps et c'est un succès. Un hommage lui est rendu pour ses actions intrépides. Du 18 au 29 juin, la vie à la ferme s'organise sous un décor de guerre. Guy Morel, fils d'Eugène et Louise, alors âgé de 10 ans, s'amuse à tirer sur les burets avec l'arme d'un soldat américain. Eugène Morel se souvient d'un soldat d'origine canadienne avec lequel il avait échangé. Ce soldat est Gérard Dufour, dont l'adresse est restée écrite dans le carnet d'Eugène. « Mon père m'avait bien dit que la guerre n'était pas simple », se souvient Eugène en écoutant Gérard Dufour. Une messe est tenue peu avant le 29 juin dans la grange. Eugène se souvient d'un soldat dont le casque arborait une croix. Mais la guerre n'attend pas. Les renforts ont débarqué en Normandie et s'empressent de regagner Villiers-Fossard. Le 29 juin sera la date de l'attaque. Quatrième partie. L'attaque du 29 juin, la libération de la Ponterie. Ce jeudi 29 juin 1944, l'état-major américain a programmé une attaque contre l'ennemi, sur ordre du général Gerhardt. Peu avant 9 heures, une quarantaine de chars blindés envahissent la Pièce aux Cochons. Ils arrivent du nord et par le hameau Launay. Ils s'arrêtent dans la Pièce aux Cochons, se mettent en batterie et commencent à tirer en direction de Sequeville. Eugène remarque l'éclair présent sur le casque de ses soldats. Une quarantaine de chars. Ils sont successivement. Ils vont arrêter là dans la Pièce aux Cochons, avant de se mettre en batterie. Voilà. Et là, les chars, ils vont commencer à tirer dans la Pièce aux Cochons. Et les gars sont mis à coller derrière, les mains pour les goûter, et puis il fallait les courir. Et c'était évident, mais il n'y avait pas à leur casque, il n'y avait pas de numéro, de division ou de compagnie. C'était un machin à éclair, dessus. C'est un éclair, dans tous les cas. En fait, ces soldats sont ceux de la Task Force Y du colonel Graham J. Park, appartenant au Combat Command A du général Doyle O. Hickey, de la 3e division blindée du général Leroy H. Watson. Les soldats de cette Task Force Y ont un moral bon. Ils viennent tout juste de débarquer sur les plages normandes et n'ont encore effectué aucune offensive. Ces troupes sont surnommées les Spearhead, que l'on peut traduire par fer de lance. En effet, ces troupes sont préparées pour être en première ligne des combats et enfoncer coûte que coûte les lignes ennemies. Elles se présentent à la Ponterie en n'ayant encore jamais combattu en Normandie. C'est leur coup d'essai. Grâce aux notes du major James L. Bryan et aux notes de la 3e division blindée, il est possible de comprendre l'attaque du 29 juin. La Task Force Y est composée d'éléments de la 36e division blindée, de la 32e division blindée, du 803e bataillon, compagnie B, et du 23e bataillon blindé d'ingénieurs. Elle possède également le 45e bataillon médical, compagnie A, et un groupe d'assaut de réserve du capitaine James V. Nixon.
La Task Force Y du colonel Graham G. Parks se met en place ce jeudi 29 juin à partir de 2 heures du matin. Elle se dirige vers la ponterie. L'attaque est prévue à 9 heures et doit respecter le schéma suivant. De 9h-34 à 9h-20, des bombardements aériens. De 9h-20 à 9h-15, des tirs d'artillerie. De 9h-15 à 9h-10, des tirs d'infanterie, tirs de canon et d'armes lourdes. De 9h-10 à 9h, des tirs d'artillerie. Afin de permettre cette attaque, des lignes de communication filaires doivent être posées. Aux alentours de 6h30, le second lieutenant Robert D. Brooke, officier de communication au sein de la batterie des quartiers généraux de la 3e division blindée, part en avant pour poser une ligne de communication filaire dont le but est de permettre la communication entre le poste de commandement et l'ordre de bataille, aux environs de la ponterie. Le lieutenant Brooke prend avec lui un petit camion, conduit par le soldat Gerald J. Maassen, de la même batterie, et un technicien de 5e grade, Walter S. Mullinax, de la même batterie également. Tous les trois se dirigent vers le sud, depuis le poste de commandement, en direction de Villiers-Fossard. Aux environs de 7 heures, le véhicule heurte une mine terrestre sur la route principale, aujourd'hui la départementale 6, reliant Isigny à Saint-Lô. Les coordonnées du lieu de l'impact désignent une portion de la route située peu avant la maison de Madame Colette, au niveau d'un champ de la ponterie. Le second lieutenant Robert D. Brooke perd la vie. Le technicien de 5e grade, Walter S. Mullinax, est gravement blessé. Le soldat, Gerald J. Maassen, est également sérieusement blessé. Afin de préparer l'attaque, le détachement médical se positionne derrière les étables. Une tente est installée pour les futurs blessés. Une machine d'opération est installée au hameau Launay. Les blessés, quand on arrive aussitôt, parce qu'il y avait des juifs qui ramenaient des blessés, et là, ils se faisaient soigner là. Un pansement tout à fait provisoire dans un hôpital gouverneur, et après, dans chacun, ils l'emmenaient chez Motin et dans la salle à Motin, sur la table, ils l'avaient installé comme une machine d'opération. Ils l'ont opéré sur place. Tout est en place pour le début de l'attaque. Une seule ombre au tableau, la météo. Le ciel est couvert, ce qui a pour conséquence d'empêcher le bombardement aérien. Des avions survolent la zone, mais ils ne peuvent pas larguer leurs bombes. À 9h-20, les tirs d'artillerie débutent. Les tirs font feu sur les positions du 352e Volksgrenadier depuis la ligne établie par le 115e, juste en amont de l'étang. À ces tirs se joignent ceux des fantassins, des mitrailleuses et des armes lourdes. Dans ses notes, le major James L. Bryan précise que l'accent est mis sur la participation de toutes les armes disponibles. Il décrit le vacarme provoqué par toutes les armes qui lui rappellent le vacarme à l'école de l'armée. Aux environs de 9 heures, l'assaut peut être lancé. La Task Force Y du colonel Parks est divisée en 2 groupes d'assaut. Le premier est dirigé par le lieutenant-colonel Nathaniel O. Whitelaw. Le second est dirigé par le lieutenant-colonel Vincent Cockfer.
Les deux colonels disposent des cartes et des photos sur lesquelles chaque champ est numéroté, permettant de savoir quel est attaqué. Les forces du colonel Whitelaw vont attaquer sur la gauche, près de la route, et celles du colonel Cockfer sur la droite. Dès le lancement de l'attaque, les troupes font face à une forte opposition juste derrière la ligne établie par le 115e. Chacun des deux groupes sont composés d'un peloton de chars, d'un peloton d'infanterie et d'un peloton de M10 Wolverine, des chars destinés à affronter les chars allemands. L'avancée des troupes s'organise le long des haies, une section le long de la haie droite, une autre le long de la haie gauche. Les fantassins accompagnent les tanks au pas de course pour protéger des tirs de bazooka et se positionner sur le terrain gagné. Les équipes de mitrailleuses et de mortiers de 60 mm avancent aussi et joignent leurs tirs pour supporter l'attaque. Une fois l'ennemi dégagé de sa position, des tanks doseurs créent une brèche dans la haie en la perforant pour permettre l'accès. Pour perturber l'attaque américaine, le 352e Volksgrenadier a avancé plus proche de la ligne de front. Cela provoque un retard dans l'avancée américaine. L'attaque américaine est aussi ralentie par des problèmes de communication entre les fantassins et les équipes d'ingénieurs tankistes. Les hommes d'infanterie sont souvent obligés de monter sur les chars et de communiquer par la tourelle du char. L'avancée du colonel Whitelaw est lente mais constante. Eugène Morel se souvient qu'un quart d'heure après le début de l'assaut, déjà des Allemands étaient faits prisonniers. Alors ils sont partis, mais ça peut traîner parce que un quart d'heure après, il y avait des gars de ceux qui étaient là, d'infanterie, qui se posaient avec les Allemands qui avaient une main derrière la tête. Ces prisonniers sont ensuite emmenés vers Saint-Clair. Après 2 heures de combat, les forces armées du colonel Whitelaw sont stoppées par des mitrailleuses et des tirs de mortier postés juste au nord de Sackville. Il apparaît évident qu'à cet endroit précis, les forces allemandes sont plus fortes que celles rencontrées précédemment. Pour appuyer l'avancée, des concentrations de tirs d'artillerie sont demandées. Une avancée est tentée, mais le suivi des troupes est trop lent et l'ennemi repousse l'assaut. Après une nouvelle concentration de tirs, l'attaque progresse et une nouvelle haie est capturée. Une fois cette position prise, l'avancée est constante jusqu'à la Jouenne, le petit ruisseau qui coule au nord de Villiers-Fossard. De son côté, le colonel Cockfer rencontre une forte opposition maintenue depuis la ligne de départ. Chaque tentative s'oppose à des mitrailleuses et des tirs de mortier, ce qui stoppe les fantassins. Or, les chars ne peuvent pas avancer seuls. À 11h04, un tir de mortier cible plusieurs hommes. À midi, le colonel Cockfer observe son avancée la plus probante, 4 haies d'une traite, grâce aux tirs d'artillerie et d'infanterie. Toutefois, les positions ne peuvent pas être maintenues, et à 12h30, les forces du colonel Cockfer ne se trouvent qu'à quelques mètres de la ligne de départ. Comprenant les difficultés, le colonel Graham Parks de la Task Force Y se rend sur place, au plus proche, pour voir ce qu'il peut faire de mieux. De son côté, le général Hickey du Combat Command A se rend au poste de commandement de la Task Force Y, car de son côté, la Task Force X n'a pas rencontré de grosses difficultés, elle qui combat à bretelles. Le général Watson de la 3e division blindée s'y rend également, tout comme le commandant assistant de la 29e division, le général Cotta. De son côté, le colonel Cockfer continue de presser l'ennemi. Il programme une offensive à 14h50. Le général Hickey engage un groupe d'assaut comprenant une compagnie de tanks, de l'infanterie et des ingénieurs de la Task Force Z, qui étaient jusque-là en réserve. Une fois l'attaque commencée, la poursuite de l'avancée est constante jusqu'au ruisseau, où il rejoint le colonel Whitelaw. Désormais,
la Task Force Y poursuit vers le bourg de Villiers-Fossard et attaque jusqu'à 21h30 pour rejoindre les soldats de la Task Force X qui se situent sur leur gauche. La journée du 29 juin 1944, la Task Force Y a perdu 113 hommes, 25 morts, 2 portés disparus et 86 blessés. 70% des pertes humaines sont dues aux fragments d'obus et 19% dues aux petites armes. De leur côté, les pertes allemandes sont très lourdes, mais aucun chiffre n'est disponible. Seggville est presque entièrement détruit. L'attaque se poursuit le 30 juin et mène à la libération de Villiers-Fossard. Ce jeudi 29 juin marque la fin des combats à La Ponterie. Elle est libérée. Cinquième partie. La Ponterie libérée, la poursuite des combats et l'après-guerre. Après le 29 juin, La Ponterie regarde les combats s'éloigner. Pour autant, le danger n'a pas complètement disparu. Les Allemands défendent Saint-Lô et les communes périphériques. La Luzerne, Martainville sont le théâtre des affrontements. Les notes de Gênes témoignent de cette période. Le 4 juillet 1944, tous les occupants de La Ponterie sont obligés d'évacuer la ferme. Ils partent vers 15h en camion pour Couvain. Le 5 juillet, après avoir passé la nuit à Couvain, ils sont autorisés à rentrer chez eux à 11h. Les troupes alliées parviennent à gagner Saint-Lô aux alentours du 25 juillet. La ville est détruite à 95%. Les soldats américains sont chargés de nettoyer la ville après sa destruction. Il y a des ruines, mais aussi des cadavres, ceux des civils et des soldats allemands. Les soldats américains chargent ces cadavres dans des camions et en déposent près de La Ponterie. Eugène se souvient d'assister à cette scène. Et dans les camions, il est roulé chez on appelle ça les machins à brancard. Il s'est allé, hop, comme ça, il s'est rendu dans le camion. Ouais, je peux en filmer. Une récupération. Avec vous, on a regardé ça un moment, puis un Américain qui était venu m'a dit, voilà, faut que tu envoies ça là. Par la suite, lors de la bataille de Saint-Gilles, des canons de gros calibre sont positionnés à la ferme de La Ponterie. Eugène et Guy Morel veulent les observer. Soudain, 4 obus allemands répliquent et s'écrasent tout près d'eux. Par chance, aucun n'explose. Par la suite, le chef du débarquement, le général Omar Bradley, se rend à La Ponterie où il reste une soirée. Il est ici pour consulter des cartes. Des soldats américains encerclent la maison avec des fusils à la main. Les fenêtres sont recouvertes par des couvertures. Il s'éclaire à la bougie car l'électricité n'est plus opérationnelle. Un soldat invite Eugène à quitter la salle où se trouve le général Bradley. Pour les attaques qu'il faisait, quoi. Faut que tu te regardais quand il était là, il y avait des gens tout autour de la maison avec des fusils, puis ils ont mis des couvertures dans toutes les fenêtres partout. Et ben j'étais là, assis sur le pignon dans la cheminée, et ma foi, je
comme on est rastritisé, il disait pas grand-chose non plus. L'éclair avait débouché, et au bout d'un moment, il y a un soldat qui m'a dit, m'en allais. Alors, je suis allé avec les autres, j'étais dans la salle. Donc, il y avait un carte de tête sur la table. Il avait une réunion là, sans doute, avec les officiers du coin, là. Et c'était moi, tu as fait en photo, là, connu. Et ça, mon machin, ils sont couchés, là, dans le poste de commandement, qu'à Sainte-Marguerite. Après la libération de Saint-Lô, à un coût élevé, la suite de la percée s'accélère. Le Sud-Manche se libère, l'est du Calvados, et la bataille de Normandie s'achève autour du 30 août. Durant le mois de juin, le 115e régiment d'infanterie a subi de lourdes pertes. Au total, 1177 morts ou blessés. Après Vire, le 115e se dirige vers Brest et libère la Bretagne. À l'entrée de Brest, au fort Saint-Pierre-Quilbignon, Ambersley Glidewell se fait tuer, l'auteur des clichés de la ponterie. Sa mort succède à celle du colonel Vincent Élie Coquefert, qui avait participé le 29 juin à la libération de la ponterie. Il meurt à Mortain. Finalement, l'armée allemande est en perdition, et tout s'accélère. Le 8 mai 1945 marque la libération totale de la France. Après la guerre, de nombreuses villes ont été détruites. La reconstruction doit débuter. Pour cela, les anciens soldats allemands, qui ont été faits prisonniers, sont mis à la disposition de la France. À la ponterie, Otto Fuchs, un ancien SS, et Horst Koch, un simple soldat, arrivent le 2 avril 1946. À la ferme de la ponterie, ils exercent les différentes tâches du quotidien durant plusieurs années. Plus tard, en 1948, Werner Ulich arrive. Leurs noms sont restés gravés dans un grenier de la ferme et témoignent de leur passage à la ponterie. « 80 ans plus tard, grâce à la technologie, avec les détecteurs de métaux, des objets liés à la Seconde Guerre mondiale remontent à la surface. Ainsi, des assiettes, des sachets de café, des fourchettes, ou même des cuillères, sont retrouvés. Mais aussi des objets rappelant l'horreur de la guerre, des balles, des obus, des grenades, ou encore des mines. Ces objets témoignent de la chance de la ponterie, celle de n'avoir subi presque aucun dégât. Aussi, grâce aux détecteurs de métaux, la gamelle d'un soldat américain a pu être retrouvée 75 ans après. Celui-ci l'avait gravée à son nom, Earl Barton Morgan, soldat de la compagnie K, du 3e bataillon, du 115e régiment d'infanterie. Il est décédé quelque temps après la guerre, en 1949, à la suite d'un cancer. Grâce aux archives, aux témoignages et aux découvertes matérielles, la ponterie se souvient des soldats américains passés sur ces terres. À commencer par ceux de la 3e division blindée, Robert D. Brooke, Vincent E. Coquefert, Gerald J. Maassen, Walter S. Mullinax et Nathaniel O. Whitelow. Le soldat du 110e bataillon d'artillerie, John J. Polarin, ceux du 115e régiment d'infanterie,
George B. Fowler, Ambers L. Glidewell, Earl B. Morgan. Et enfin le soldat canadien du 116e régiment d'infanterie, Gerard C. Dufour, ainsi que le général Omar Bradley. Finalement, qu'ils soient allemands ou américains, la Ponterie se souvient de tous ces soldats. Durant cette période sombre de l'histoire, ils ont vu leur vie se lier au destin de la Ponterie. Il s'agissait simplement d'hommes accomplissant une tâche dictée par ceux qui détenaient le pouvoir. Quant à ceux dont la vie s'est arrêtée sur la terre de la Ponterie, ils resteront le symbole et le témoignage d'une histoire qui n'a été choisie par personne.